Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder et découvrir ensemble les sujets qui sont tombés au bac 2024, sujets de physique-chimie et sujets de maths. Je découvre avec toi les sujets. Donc là, tu as le sujet de physique-chimie, sujet complet. Je découvre complet, j'ai pas du tout regardé. J'ai juste ouvert donc les PDF et c'est parti. Allez, let's go, c'est parti pour la review. Donc on commence par physique-chimie. Exercice 1, apparemment, c'est un exo de 9 points donc sur de la chimie. Ça doit être un exo qui récapitule un peu tout. Je vais regarder les questions, hein, je vais pas lire l'énoncé. Je regarde les questions, donc là je vois qu'on me parle du couple thymol, ion thymolate, ROH, RO-, donc couple acide-base vraisemblablement. On nous rappelle la configuration électronique de l'oxygène. On me demande une formule semi-développée pour la question Q1, entouré nommé groupe caractéristique, donc ça c'est question classique. Schéma de Lewis de l'ion thymolate, ça aussi c'est une question classique, faut pas oublier les doublés non liants. Ah, petite chromatographie sur couche mince pour identifier les produits présents, les espèces présentes, justifier que l'huile essentielle obtenue expérimentalement est un mélange qui contient du thymol. Donc là, il faut regarder quelle est la tâche qui correspond au thymol, thymol du commerce, donc TC, thymol du commerce. Et là, les produits contiennent tous les deux du thymol parce qu'on a une tâche à la même hauteur. Donc bon, ça c'est des questions, ça se fait bien. Écrire l'équation de la réaction qui modélise l'action de l'acide chlorhydrique sur l'ion thymolate, donc réaction acide-base. En déduire la nature et la position de la phase dans laquelle se trouve le thymol à l'issue de la décantation. Là, il faut regarder les densités. Montrer que la masse de plante de thym à utiliser pour obtenir 1 gramme de thymol vaut près de 300 grammes. Donc là, je pense qu'il faut prendre en compte pas mal d'informations, notamment ici, tu as vu sur le pourcentage massique moyen. Bon, ça doit être une question, la question Q6, où il y a quand même pas mal de petits calculs à faire. Voilà. Bon, après, quand je vais faire le détail, la correction en détail, je pense que je verrai un peu mieux de quoi il s'agit. Mais la question Q6, à mon avis, il y a un petit peu plus de taf à faire. Alors, synthèse du thymol. Le thymol utilisé dans les produits pharmaceutiques est principalement obtenu par synthèse. Comme indiqué en figure 3, le thymol peut être industriellement synthétisé, blablabla. Donc, on a une synthèse avec le M-crésol et le propène, ça donne du thymol. Hop, on a plein d'informations sur des formules topologiques, température d'ébullition, masse molaire pour toutes ces espèces-là. Et on a des produits secondaires ici, quelques produits secondaires. Déterminer si les produits secondaires P1, P2 et P4 de la réaction sont des isomères du thymol. Bon, bah, il faut savoir ce que c'est qu'un isomère, évidemment. Donc, isomère, c'est même formule brute, mais formule semi-développée différente. Donc, après, il faut compter les atomes déjà pour voir s'il y a les mêmes formules brutes. Donner la définition d'un catalyseur, donc question de cours, indiquer en quoi son utilisation peut permettre de réduire la température de la synthèse. Ouais, bon, ça, petite question de cours sur la cinétique. Expliquer l'intérêt d'introduire le propène en excès dans cette synthèse industrielle. Le propène, bah, l'intérêt, c'est d'améliorer le rendement. On sait que le rendement peut être amélioré si on introduit un des réactifs en excès. Je pense que c'est ça la réponse à la question Q9, à mon avis. Question Q10, justifier que le thymol et le M-crésol peuvent a priori être séparés lors de la distillation fractionnée. Là, il faut regarder les températures d'ébullition et montrer qu'elles sont différentes. Donc, on ne va pas se mélanger à évaporer les deux éléments en même temps. Indiquer l'espèce qu'on récupère en premier, donc là, ça dépend de celle qui s'évapore en premier. En considérant le M-crésol comme réactif limitant dans la transformation, dont le rendement est de 73%. Ok, donc ça, c'est une question où on va mettre en place tous les calculs de quantité de matière, de masse, etc. En prenant en compte le réactif limitant, en prenant en compte le rendement, ce qui me permet de déterminer l'avancement final XF. Donc la question Q11, il faut faire éventuellement un tableau. Bref, c'est de l'équation de réaction, des quantités de matière initiale, de l'information du rendement et retrouver le XF et après on peut tout déterminer. Ça part sur du titrage après, le bleu de Timol. Alors je vois qu'ici il parle du Z-score dans les données. Je vois qu'on a un indicateur coloré avec la zone de virage. Ok. Il y a un diagramme de distribution. Ok. Et spectre d'absorption, d'accord. Ah, peut-être que la fin de l'exo va être un peu plus costaud. Parmi les espèces participant au couple acide-base du bleu de thymol, identifiez la forme amphotère. Bon, bah, c'est celle qui est à la fois acide et base dans les deux couples. Exprimer la constante d'acidité d'un couple acide-base en fonction des concentrations. Bon, ça, c'est question de cours. À l'aide de l'ensemble des infos proposées, déterminer la valeur du pKa du couple BTH-, BT2-. Là, il faut regarder le diagramme de distribution pour ça. Justifier que celui-ci puisse remplacer la phénolphtaline dans nos laboratoires. Bon, ça, il faut lire l'énoncé pour le justifier, mais comme je l'ai dénoncé en plus qu'en diagonale, là je peux pas dire, il faudrait que je lise plus attentivement. Mais pour ce qui est de déterminer la valeur du pKa, il faut s'aider du diagramme de distribution, et je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, hein. Là où tu as des intersections entre les courbes de distribution, c'est là où tu as les valeurs des pKa des couples.
Après, il faut juste pas se tromper. La valeur du pK tabulé du couple BTH- BT2-, c'est 8,9 indiqué si la valeur expérimentale est en accord. Donc là, il faut utiliser le Z-score. Voilà. Bon, l'exo de chimie, effectivement, bon, il est long comme tous les exercices sur 10 points, tu as 15 questions. Mais j'ai pas vu de questions qui, je pense, freineraient considérablement la résolution. À mon avis, ça se faisait globalement bien. Enfin, je sais pas, dis-moi en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Exercice 2, observation d'un avion en vol. Donc apparemment, ça part sur de la lunette, du grossissement et tout ça. Et du Doppler. Ah, il y a du Doppler, ok. Exercice 3, accéléromètre d'un mobile multifonctionnel. Ah, ok. Exercice 3, c'est de la méca avec. Ok. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Donc, exercice 2. Donner la définition d'une lunette afocale. Donc, ça, c'est définition de cours, facile. Sur le schéma en annexe, placer le foyer. Donc, placer, bon, ça, c'est construire le schéma. Pareil, pas de difficulté sur la question 2. Construire sur le schéma la marche des deux rayons lumineux B infini qui émergent, etc. Faire apparaître l'image intermédiaire. Donc, en fait, les questions Q2, Q3, c'est la construction d'images sur l'annexe. Donc, ça, c'est classique. Vérifier à l'aide d'un calcul que l'on peut distinguer à l'œil nu l'avant de l'avion et de sa queue. Donc là, il faut la taille. Pour ça, il faut déterminer alpha. OK? Sachant que la longueur de l'avion, donc c'est la distance entre l'avant et l'avant de l'avion et la queue. Tu as la longueur de l'avion, tu as l'œil. Donc la longueur de l'avion, c'est la taille, c'est AB en fait. Attends, est-ce que c'est bien ça? Et puis j'imagine qu'on doit avoir la distance entre l'œil et l'avion. Quelle est la distance entre l'œil et l'avion? Bon, j'ai pas l'information parce que j'ai même pas lu en fait ce qui se passait ici. Mais en gros, tu calcules alpha quand tu dois justifier là ce qu'ils disent. Bon, faut choper les bonnes informations dans les données bien sûr, mais vérifier à l'aide d'un calcul qu'on peut distinguer à l'œil nu l'avant de l'avion de sa queue. Il faut calculer le alpha, donc l'angle d'observation à l'œil nu, et vérifier que ce alpha est plus grand que le pouvoir séparateur. Donc le alpha, alpha de référence, quoi, 3,10-4 radians. C'est une question classique, ça aussi. Question Q5. Après avoir placé les angles alpha, alpha prime sur le schéma, donc on doit encore placer des angles, rappelez l'expression du grossissement en fonction de alpha, alpha prime. Donc le grossissement, c'est alpha prime sur alpha. Déterminer si l'on peut distinguer l'un de l'autre les deux bords verticaux d'un hublot de l'avion à l'aide de la lunette astronomique étudiée. Donc les deux bords verticaux. Donc les deux bords verticaux, c'est ces deux bords-là en fait. Ah d'accord, en fait, c'est l'observation d'un avion depuis le sol. Ok, ok, bah j'avais pas capté ça. Moi j'étais en train d'imaginer qu'on observe un avion en étant dans un avion. Donc non, en fait, c'est en étant au sol. Donc ok, il faut prendre en compte l'altitude de l'avion. Voilà, prendre en compte l'altitude de l'avion carrément. La vitesse, je pense que ça va être pour l'effet Doppler. Enfin, on va voir. Mais là, il faut prendre en compte l'altitude de l'avion et c'est la distance entre l'œil et l'avion en fait. Ok, donc les bords verticaux, ils sont séparés d'une distance de 23 centimètres. Donc on reprend le calcul du alpha en considérant la distance AB 23 centimètres. La distance entre l'œil et l'objet observé, bah, c'est l'altitude. Et puis on fait le calcul de alpha. On va voir que le alpha qu'on trouve, il est plus petit que le 3 10 puissance moins 4. Par contre, si on calcule le alpha prime grâce à la lunette, on verra si on trouve plus grand que 3 10 moins 4. Et après, détermination de la vitesse d'un avion en phase d'atterrissage. Donner le nom du phénomène mis en jeu dans cette expérience. Donc ça, c'est effet Doppler. Ils disent de donner le nom, donc pas de le justifier. Ensuite, parmi les propositions ABCD suivantes, recopier, choisir celle qui est exacte. Expliquer pourquoi les autres propositions sont à écarter. Donc la proposition A, elle est clairement fausse, puisque là, tu as un quotient de vitesse et ça ne peut pas donner une fréquence. La proposition, après, il faut prendre la proposition qui correspond. Alors, attends. Au voisinage de l'aéroport, un observateur enregistre le son du moteur de l'avion passant au-dessus de lui lors de sa phase d'atterrissage. L'observateur est supposé fixe lors de l'enregistrement du son. Ok. FA, c'est la fréquence mesurée. L'analyse du signal sonore enregistré permet de déterminer les fréquences des signaux reçus par l'observateur. Lorsque l'avion s'avance en direction de l'observateur, la fréquence c'est ça. Lorsqu'il s'éloigne, la fréquence c'est ça. Ah oui, donc A c'est pour quand ça se rapproche, E c'est pour quand ça s'éloigne. Ok. Et F0.
Ils disent que c'est la fréquence du signal émis par la source immobile. Oh, ok, d'accord. Ok, donc à chaque fois, en fait, ils demandent les deux fréquences. Donc FA doit être plus grand que FA, c'est quand ça s'approche, c'est ça? Ouais, donc FA doit être plus grand que F0 et FE doit être plus petit que F0. Donc les propositions qu'on va choisir, c'est celle qui me donne un FA plus grand que F0 et un FE plus petit que F0. Donc après, il faut juste analyser en détail. Je ne vais pas le faire parce que voilà, ça, j'imagine que tu l'as fait aujourd'hui. Déterminer la vitesse de l'avion exprimée en km par heure lors de cet atterrissage. Commenter. Donc pour déterminer la vitesse de l'avion, on a les valeurs de FA et FE. Je pense qu'il faut mélanger les deux formules qu'on a choisies. Alors pour la question Q9, je pense qu'elle est pas mal la question Q9 parce qu'à mon avis, vu qu'il ne donne pas F0, faut mélanger les deux formules de façon à dégager F0. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et comme tu connais FA et FE, après il faut isoler le petit v, quoi. Sachant qu'on connaît C puisqu'il est donné ici. Et il me demande de comparer, commenter. Parce que commenter, quoi, eh ben on a la valeur de la vitesse ici, il l'a donné. La vitesse de vol de croisière. Ah non, vitesse de vol de croisière. Ouais, bah clairement, on ne sera pas à la vitesse de vol de croisière, hein, puisque on est au moment de la phase d'atterrissage. Bon. En tout cas, intéressant comme exercice. C'est rigolo d'avoir mélangé Doppler et lunettes astro. Exercice 3, accéléromètre d'un mobile multifonction. Donc la question Q1 dans le modèle, faire un bilan des forces, déduire l'expression de la coordonnée AZ de l'accélération. Donc ça, c'est deuxième loi de Newton. Établir l'expression de VZ puis de ZT. Donc là, on primitive. Justifier que l'énergie mécanique du smartphone est constante et qu'elle a pour expression mgh. Elle est constante bah, parce que probablement qu'on dit qu'on néglige les forces de frottement. On ne tient pas compte des forces de frottement, donc il n'y a pas de force non conservative qui s'applique sur le smartphone. Et de ce fait, l'énergie mécanique se conserve. Elle est constante. Et pourquoi est-ce qu'elle est égale à mgh? J'ai pas compris. Il tombe le smartphone, c'est ça? Il est en mouvement de chute libre verticale. Ah oui, parce qu'au départ, il n'a pas de vitesse, donc son énergie mécanique en H, ici là, l'énergie mécanique en H, elle vaut mgh, parce qu'elle vaut l'énergie potentielle de pesanteur vu qu'il tombe sans vitesse initiale. Ok. Ouais, c'est ça le délire. Question Q4. Indiquer en justifiant si l'évolution temporelle de la valeur de AZ de l'accélération est compatible avec le modèle. Accélération en fonction du temps. Donc là, c'est à l'accélération en fonction du temps. Non, c'est pas compatible parce que AZ, on est censé le trouver constant, égal à G en fait. Alors que là, enfin à moins G. Alors que là, en fait, on trouve que c'est pas constant, t'as vu? C'est pas vraiment une constante. Et effectivement, l'énergie mécanique, elle se conserve pas, apparemment. Le traitement des données permet d'obtenir les énergies, donc EM, courbe A, courbe B. Alors, quand le smartphone tombe, son énergie cinétique augmente parce qu'il prend de la vitesse. Par contre, son énergie potentielle pesanteur diminue. Donc, ça veut dire que l'énergie cinétique qui augmente, c'est courbe B. Donc, la courbe qui représente l'énergie cinétique, c'est la B. Et celle qui représente l'énergie potentielle pesanteur, c'est la A. Voilà. Donc ça, c'était pour la question Q5, hein, je ne l'avais pas lu, mais je me doutais qu'ils allaient la poser. Montrer à partir de figure 3 que la vitesse du smartphone est proche de 5 mètres par seconde à t égale 0,45. Donc là, il faut se mettre à 0,45. Donc ici, aller lire la valeur de l'énergie cinétique. Donc choisir le point qui correspond à 0,45 et après se projeter en ordonnée. Voilà, on est à peu près à 2,2 joules, 2,1 joules, pardon. 2,2 peut-être. Voilà. Et puis à partir de l'énergie cinétique, on isole V sachant que EC égale 1 demi mv carré, et normalement, on doit trouver proche de 5 mètres par seconde. Bon, pour l'instant, ça se fait bien, je vois pas trop de difficultés. En appliquant, donc là, ils te disent des actions de l'air sur le smartphone sont représentées par une force F. Donc, on avait raison de dire précédemment que les frottements ne sont pas négligeables. Donc, a priori, l'exo devient intéressant ici parce que maintenant, on est dans un cas de figure où il y a des frottements, et en général, c'est pas le cas. Donc, les frottements ne sont pas négligeables. On te dit en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la coordonnée verticale de la force de frottement vérifie ça. Donc là, il faut utiliser la deuxième loi Newton, projeter sur Z, et puis isoler F.
Les données expérimentales permettent de représenter les variations de la composante verticale de l'accélération du smartphone en fonction de v carré et de sa vitesse. Les résultats sont représentés sur la figure 4. Les données expérimentales sont correctement représentées par une modélisation affine. Donc AZ égale ça, tac tac tac. Déterminer la valeur expérimentale de l'intensité de la pesanteur G que l'on peut déduire de cette expérience. Alors là, ça représente AZ en fonction de V au carré. D'accord. Euh, Alors, attends que je fasse le lien. Là, déterminer la valeur expérimentale de l'intensité de pesanteur G que l'on peut déduire de cette expérience. Donc, il y a le fait d'avoir une droite. Voilà. V au carré étant abscisse. Ils nous disent qu'on a une représentation affine. Voilà. 0,0555 fois V carré moins. En fait, euh, il faut. Oups. Ouais. En fait, il faut considérer que tu as la AZ, la composante AZ qui dépend de V au carré. Et quand V vaut 0, c'est la lecture graphique qu'on fait ici. Quand V vaut 0, là, tac, à cette date-là, pour cette vitesse-là, la valeur de AZ, bah, ça fait 0,0055 fois 0 moins 9,80. Ok? Et en fait, quand V vaut 0, quand il n'y a pas de vitesse, eh bien la composante verticale de l'accélération, c'est bien moins g, quoi. Il n'y a pas de frottement, et la composante verticale, c'est moins g. Donc par lecture graphique, pour la vitesse V carré, enfin pour V carré égale 0, on retrouve bien AZ égale moins 9,8. Et ça se retrouve avec la relation expérimentale. Je pense que ouais, la question Q8, c'est pas un truc super complexe. Montrer que l'on peut déduire de ces résultats que la force de frottement exercée par l'air peut s'écrire F égale kV carré. Alors ici, je pense il faut injecter à la place de AZ, il faut injecter cette expression-là. OK? Et après, il faut faire nos simplifications. Il doit y avoir des choses qui doivent sauter. Où K est un coefficient dont on donnera la valeur et l'unité. Ah ouais, il faut avoir la valeur. Donc ouais, faut injecter. Et il faut savoir aussi que G c'est 9,80, donc tu vas avoir des choses qui vont se simplifier. Tu vois, quand tu vas faire AZ plus G, en fait c'est AZ plus 9,80. Donc tu vas avoir là-dedans, là dans la parenthèse, tu vas te retrouver avec 0,055 fois V carré. Donc au final, tu auras M fois 0,0555 fois V carré. Donc je dirais que K c'est M fois 0,0555. Ok? V au carré. Alors après, pour les unités, il faut se poser la question de l'unité de 0,0555, sachant que V au carré, c'est en mètres carrés seconde moins 2. Et pour que ça fois des mètres carrés seconde moins 2, ça redonne des mètres seconde moins 2, il faut que ce coefficient-là, 0,0555, je dirais qu'il doit être en mètres moins 1, ce coef-là. Je dirais que ce coef-là, il doit être en mètres moins 1. Donc mètres moins 1, ouais. Je pense que ce coef, il doit être en mètre moins 1. Donc ce coefficient fois la masse, ça fait des kilogrammes mètre moins 1. Kilogramme mètre moins 1. Le K, c'est en kilogrammes mètre moins 1, je dirais. Calculer la valeur de F de la force de frottement en fin de chute. Donc en fin de chute, c'est là où ta vitesse est la plus grande, je pense. Comparer cette valeur à celle du poids du smartphone et commenter. Donc la force de frottement, on va certainement trouver une valeur bien plus grande que celle du smartphone et on va expliquer que à la fin de la chute, la modélisation par la deuxième loi Newton, elle n'est plus acceptable. Par la modélisation en négligeant les frottements, elle n'est plus acceptable. Et c'est pour ça qu'en fin de chute, on a une énergie mécanique qui n'est plus constante. Voilà. Bon, l'exercice est intéressant, honnêtement. Le sujet global, je dirais pas qu'il est facile, je dirais qu'il est d'un niveau normal. Il doit y avoir quelques questions dans les autres de chimie où il faut faire des calculs bien posés et qui sont un peu plus compliqués, à mon avis, si on veut le faire proprement. Mais après, voilà, niveau normal, je dirais. Ok? Allez, on passe au sujet de maths. Donc, le sujet de maths d'aujourd'hui, jour 1.
Comme je t'ai dit, je découvre, hein, j'ai pas du tout vu. Alors, exercice 1, c'est un vrai ou faux, c'est ça? Ok, les vrais ou faux sont les exercices qui, pour moi, je les considère comme les plus difficiles parce que ce sont des exercices où tu vas avoir besoin de justifier. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, que l'affirmation soit vraie ou qu'elle soit fausse, dans tous les cas, tu vas avoir besoin de justifier. Et ça peut être compliqué. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. On a une fonction f, on note sa courbe CF, on te demande l'axe d'abscisse, c'est une asymptote horizontale. Donc ça veut dire on doit faire la limite en plus l'infini ou la limite en moins l'infini et voir si ça fait 0. Affirmation 2, on a une équation différentielle. On considère que les... attends. Ah non, la fonction... ah, ok, c'était ça l'affirmation 2. La fonction f est solution d'équation différentielle. Ok, bah faut faire f' plus f et vérifier si on retrouve ou pas 5e moins x. Donc là, il faut que tu fasses f' plus f et vérifier si tu trouves 5e moins x. Donc ça, c'est facile. Après, on a les suites un, vn et wn qui vérifient cette inégalité. On dit que un converge vers moins 1 et wn converge vers 1. Ok. La suite veine converge vers un réel L qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Non, tu peux très bien avoir une suite qui va osciller entre moins 1 et 1, en fait. Tu peux très bien avoir une suite qui va osciller entre moins 1 et 1. Et il faudrait donner un contre-exemple. On pourrait céder de la fonction, enfin de la suite Vn égale cos n, par exemple. C'est pour ça, hein, c'est pas pour rien qu'ils prennent moins 1 et 1 ici, je pense. Et après, il faudrait prendre deux suites qui encadrent cos n. Une qui tend vers moins 1 et l'autre qui tend vers 1. Ok, et cos n, tu vois, si j'encadrais cos n ou sinus n, hein, bah, malgré le fait d'être encadré, la suite cos n ou sinus n n'a pas de limite. C'est ça que je voulais dire par le fait que l'affirmation, du coup, elle n'est pas correcte. Alors, affirmation 4, pour tout entier, on a u0, enfin Vn compris entre u0. Ah non, de plus, un est croissante et, et wn est décroissante. Donc si un est croissante, ça veut dire que un est plus grand que u0. Et si wn est décroissante, ça veut dire que tous les wn sont plus petits que w0. Donc ça, c'est vrai. Ok, bon. L'exercice 1, je pense qu'il n'est pas trop dur en fait. Exercice 2, une agence de marketing étudie alors les probas, d'accord. Donc un arbre de proba conditionnel, ok. Bon, ça se fait bien en général, hein, ces questions-là. Ça, c'est une probabilité totale avec la formule de proba totale. Donc, tous les élèves avec qui j'ai pu réviser les probas totales là, sur les cours des derniers jours, ils sont très contents, je pense. Un client est satisfait du service clientèle. Quelle est la probabilité? Donc là, ils inversent le raisonnement. On veut savoir quelle est la proba, machin truc. Pour réaliser l'étude, l'agence doit contacter chaque jour 30 clients. Donc là, a priori, ça part en loi binomiale. Voilà, justifier que c'est une loi binomiale. En résolvant une équation, déterminer la taille minimale. Alors oui, ça c'est la question où en général on doit sortir le logarithme népérien et résoudre une équation. Ah, ils ont mis de la somme de variables. Ok. Bon, bah la question 7, somme de variables et variance. Alors si tu as des variables qui sont indépendantes, donc là pareil, les élèves avec qui j'ai révisé dernièrement ces chapitres de fin de programme de maths, bah, ils sont contents parce que on a pu réviser. Euh, Quand tu as des variables indépendantes, la somme, enfin l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, et la variance de la somme, c'est la somme des variances. Parce que, pour la variance, c'est parce que les variables sont indépendantes. Ok, puis la dernière question, il faudra se mettre dans le contexte, mais je pense pas que la question 7, en gros, soit difficile. Je pense qu'ils ont mis de la somme de variables juste pour dire, voilà, on a mis de la somme de variables, on l'a évalué. Exercice 3, on est sur de la géométrie dans l'espace, donc avec vecteur normal, justifier que le vecteur est normal au plan, c'est une question classique. Équation cartésienne du plan, pareil. On a une représentation paramétrique de la droite et on cherche les coordonnées du point d'intersection, c'est classique. Justifier que le point est un projeté orthogonal, ça c'est du produit scalaire, ça se fait bien. Démontrer que le triangle est rectangle, produit scalaire, on peut faire. L'aire du triangle, bah, ça se fait bien. En plus, tu as la réponse. Donc, de toute façon, si tu trouves pas ça, c'est qu'il y a un souci. Euh, Après, une histoire de volume. Non, ça, l'exercice 3 je pense que il n'y a pas de lézard là-dessus, pas de difficulté. Et après, c'est quoi? Gros exercice de... Ah, il y a du... Ah, ils ont remis des intégrales. Ok. Alors, grosse étude de fonction sur 6 points, ça veut dire qu'on est sur un truc un tout petit peu plus costaud. Étude de la fonction f, donc on a une fonction, on va étudier ses limites. On va chercher à
On va chercher la dérivée, le sens de variation et la convexité. Bon, sur ça, je vois pas de. Il n'y a rien de choquant. Après, c'est f de x égale 0, donc une histoire de TVI, etc. Rien de choquant. Déterminer le signe de f pour x appartient à 0 plus l'infini. Ok. Montrer que ln de alpha égale 2 fois 2 moins alpha. Alors ça, c'est une question super intéressante. Tu pars de f de x égale, tu pars de f de alpha égale 0. Et après, tu cherches à isoler ln de alpha, mais ça se fait en 2 secondes. De tête, je le vois déjà, quoi. Étude de la fonction g. Donc la fonction g, c'est ça. On te demande de la dériver et de montrer que g' c'est x fois f de 1 sur x. Bon, il faut donc reprendre la fonction f de la partie a. Justifier qu'on a f de 1 sur x qui est positif. Ok, donc là, c'est avec l'histoire du f de alpha et tout ça, puisque c'est sur l'intervalle 0, 1 sur alpha. La question de a, je pense qu'elle peut être rigolote. On admet le tableau de signes suivant. En déduire le tableau de variation de G, les images et les limites ne sont pas demandées. Ok, il le précise, donc c'est très bien. Tu as le signe de f de 1 sur x, tu as le signe de x, donc tu peux déduire le signe de g' et donc les variations de g. Petit calcul d'air. Alors, la courbe c de la fonction g et la parabole p d'équation machin. On souhaite calculer l'aire du domaine assuré entre les courbes. On rappelle que ln de alpha, c'est ça. Ok, pas mal. Je pense que la dernière partie, c'est la meilleure. Donc je ne vais pas faire dans le détail, mais je pense que la partie C, il y en a qui ont pu un peu plus galérer sur les questions 1 et 2. Mais sur le sujet de maths, honnêtement, je vois pas de difficulté. Non, je vois pas de difficulté. Il y avait l'astuce là ici, le fait d'utiliser les variations de UN et WN pour dire que du coup, si UN est croissante, bah, tous les UN sont plus grands que U0. Et si WN est décroissante, bah, tous les WN sont plus petits que W0. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Enfin, pas difficile, mais bon, pas de difficulté. C'est pas non plus un sujet bidon. Donc je suis content qu'ils aient pas fait des sujets complètement pourrables à 2 francs. Je pense que ceux qui vont passer, par exemple ceux qui ont fait physique demain, bah faut pas s'inquiéter pour maths. Ceux qui ont fait physique aujourd'hui, faut pas s'inquiéter pour les maths demain. Et inversement, à mon avis, les sujets seront équivalents. Enfin, j'espère. Après, il n'y a pas de règle, hein, c'est vrai, mais faut espérer. Voilà. Donc la review est terminée. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça va te permettre de te rassurer un petit peu par rapport à la matière que tu vas passer demain. Et que si tu as passé aujourd'hui, par exemple, la physique, et qu'on a commenté le sujet, et que tu as plus ou moins bien réussi, bah, tant mieux. Et j'espère que si tu as passé les maths, et que ça collait plus ou moins tes questions avec ce que j'ai dit, bah, tant mieux aussi. Tant mieux pour toi. Il n'y a plus qu'à faire demain, et après, c'est bon. Les amis, prenez soin de vous. Bonne dernière révision. Demain, après, c'est terminé. Donc, bonne dernière révision encore ce soir s'il y a un petit peu de révision. Et bonne fin de semaine de bac. Voilà, prenez soin de vous, soyez forts, soyez déterminés. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!